Good afternoon. Le juge président, rebonjour à tous. Monsieur le témoin, rebonjour. I give immediately. Sans plus tarder, je redonne la parole immédiatement au représentant de l'accusation pour qu'il puisse poursuivre son interrogatoire. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Monsieur Garcia, merci, monsieur le président. Alors, rebonjour, monsieur le témoin. Lorsqu'on s'est laissé avant la pause, vous étiez en train de nous parler du fait que vous étiez rendu à Yopougon. Il avait été question de trouver un représentant et qu'il y avait un pasteur Gami également qui s'y trouvait comme candidat. Qu'est-ce qui est arrivé, en fin de compte? En fin de compte, il y a eu une élection démocratique où les jeunes ont porté leur choix sur ma personne. Simplement pour qu'on soit clair à cet égard, je crois que vous en avez déjà parlé, mais les jeunes dont il est question, est-ce qu'il s'agit simplement de jeunes de votre région, de la région de l'Ouest, ou est-ce qu'il y avait d'autres jeunes qui participaient à cette élection? De la région du Tompi. Qui a été choisi? Simplement qu'on puisse bien comprendre cette situation, lorsqu'on vous choisit, vous, en tant que représentant, qu'est-ce que cela va impliquer? Quelles seraient vos fonctions en tant que représentant? Écoutez, si on est choisi pour représenter la région du Tompi au niveau de la jeunesse, cela sous-entend qu'on est celui-là qui va chapeauter la campagne de la jeunesse du président Laurent Gbagbo, mais en accord avec le directeur adjoint national de campagne chargé de la jeunesse, en l'occurrence M. Charles Blé-Goudé. Est-ce que la volonté de ces gens-là qui vous ont élu cette journée-là, est-ce qu'elle a été respectée? Non. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, après que j'ai été choisi par les jeunes du Tompi, 30-20 minutes après, avant que Charles n'arrive, il n'était pas là quand ça se passait, son représentant, M. Koué, Jean-Claude, est arrivé avec d'autres de ses amis du bureau du COGEP, bon, que je ne connaissais pas. Koué, je le connais très bien, parce que je l'avais vu. Et il est venu me dire que... Il est venu annoncer que M. Yaké, ben, c'est vrai qu'il a gagné, mais on a le chef, ce sont ses paroles, je n'ai pas entendu le chef le dire, son chef, ils ont décidé de nommer un superviseur au-dessus de M. Yaké Évariste. Ben, ce qui a tout de suite engendré le courroux, c'est-à-dire la désapprouvance de la jeunesse qui dit mais il y a un directeur de campagne
Et comment se fait-il que pour notre région, il y a un superviseur qui était en l'occurrence un doyen de ma région, M. Blé Maurice, qui en plus est un oncle par alliance, qui n'était pas jeune. Donc, les jeunes ont voulu se fâcher, je leur ai dit non. De toutes les façons, attendons que Charles arrive. Et puis, ça ne changera rien à ma valeur intrinsèque. Et il faut qu'on le voie pour le lui dire de visu au lieu de rester ici en train de se plaindre. Voilà. Alors, avant de continuer, ce monsieur Blé Maurice, est-ce qu'il appartenait à un parti politique en particulier? D'abord, il est transitaire de profession. Il est du FPI et il avait créé un mouvement dans notre région, à Logwalé, dans notre région, qui s'appelait GNKB. Que veulent signifier ces lettres? GNKB, qui signifie dans notre langue maternelle, pas le français, dans notre patois, comme on le dit, en langue Yakuba ou dans Gbagbo Noué Kwaba. Cela veut dire Gbagbo, merci pour tout ce que tu fais pour nous. GNKB en langue Yakuba, en langue Dan, si vous voulez, veut dire Gbagbo, on le prononçait Gbagbo Noué Kwaba. Ça veut dire Gbagbo, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et quel était l'objectif ou la mission justement de ces GNKB? Le GNKB, comme la Kwemma JMG, comme la JUDEM, avait pour but, surtout qu'il était FPI, de promouvoir les actions de développement du président Laurent Gbagbo. C'est en cela, ça voulait dire, on le disait dans notre langue, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Monsieur le Président, c'est ce que ça voulait dire. Et cette personne qui a été choisie à titre, M. Blé Maurice, qui a été choisi à titre de superviseur, lorsqu'on compare son discours avec le vôtre, quel genre de personne il était? Déjà, il n'était pas jeune. Je vous ai dit, il est mon oncle par alliance parce qu'il est l'aîné de grande famille à ma mère. Ma mère, c'est la femme à mon père, pour que ça soit clair, parce que j'ai perdu ma mère en 2006. C'est pour cela que je suis rentré. Et c'est un, dans le jargon africain, c'est un doyen, c'est-à-dire une personne qui n'était pas de notre génération. Là, vous avez dit à un moment donné que d'attendre que Charles arrive. Est-ce que Charles est arrivé à un moment donné? Oui, c'est là, je vous ai dit, c'est en ce moment que j'ai croisé Charles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il y avait d'abord du monde. Quand il est arrivé, on allait à son bureau. Il m'a salué poliment, je l'ai salué. Et il m'a dit, OK, félicitations. Nous n'étions pas deux, il y avait du monde, puisqu'il y a plein de monde qui l'attendait. Et il recevait, puisqu'il y avait du monde au COGEP. Il m'a salué, on s'est assis, il a dit, OK, félicitations. Il a dit, félicitations, on va travailler. Donc, ça ne m'a pas donné, puisque nous étions du monde, et ça ne m'a pas donné le temps, je pensais avoir un tête-à-tête du grand chef qu'il était par rapport à la campagne et celui
avec qui il devait collaborer dans la région de Tongpi. Il m'a salué, il m'a félicité poliment, et puis bon, ben, il a dit qu'on se reverrait. Et c'est tout. Mais dans les faits, est-ce que par la suite, est-ce que vous aviez quand même un superviseur au-dessus de vous? Ou est-ce que vous aviez agi individuellement? Dans les faits, je n'étais pas l'homme, selon moi, qu'il fallait, parce que je n'ai plus eu l'occasion ni d'assister à une réunion, ni d'avoir des directives, ni autre chose. Donc je me suis retourné et j'ai fait le compte-rendu à mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui m'a dit de toutes les façons, tu es déjà occupé, assez occupé avec moi, et je vais appeler le DDC, le ministre Gilbert Bleu-Lenné, c'est-à-dire le directeur départemental de campagne, c'est-à-dire celui qui supervise toute la campagne, que ce soit jeunes, femmes, au niveau du Tongpi. Le DDC, le directeur départemental de campagne, le ministre Gilbert Bleu-Lenné. Est-ce que le superviseur est resté en place par la suite? Oui, il est resté en place parce que nous nous sommes retrouvés en main. Moi, je n'avais plus assez, si vous voulez, j'étais une coquille vide, j'étais un DNC du nom, un DNCJA du nom. Mais c'est lui qui a plutôt, qui est resté en place. Et quand nous nous sommes croisés à main, parce que mon patron, le docteur Franck, m'avait envoyé, j'avais vu le ministre Gilbert Bleu-Lenné, il m'avait donné, mon patron Franck Guéhi m'avait donné une voiture, il m'avait trouvé une voiture, et le DDC m'avait trouvé des t-shirts, des gadgets à l'effigie du président Laurent Gbagbo, tout ce qui concourait à une campagne. Et j'étais allé à Mans. C'est lorsque je suis allé à Mans, arrivé à Mans, je venais d'entrer dans la ville, en face de l'hôtel Léveneur à Mans, que j'ai failli crever par les partisans de notre adversaire de ce temps. Où ils ont brûlé ma voiture, ils ont brûlé tout ce qui était dedans, j'ai eu la vie sauve grâce à l'intervention de certaines personnes. Alors, je veux retourner sur cette question du superviseur. Après que le superviseur est resté en place, vous, est-ce que vous aviez le soutien de Charles Blé Goudet? Non, manifestement. Et quelle a été votre réaction? Ma réaction, je l'ai dit, comme je l'ai dit si bien, j'ai dit à mon patron et j'ai dit aux jeunes, à ceux qui étaient acquis à ma cause, je leur ai dit de toutes les manières, nous avions un seul objectif. L'objectif, c'est de faire gagner notre champion, le président Laurent Gbagbo. Donc, moi, je vais utiliser via mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui est lui-même conseiller spécial du président, qui m'a confié au DDC pour que nous ayons des gadgets, nous ayons tout ce que nous devions avoir de l'autre côté. Donc, il n'y avait pas lieu de se prendre la tête, comme on le dit, mais il fallait rester zen et regarder l'objectif. Parce que le docteur a dit, mon patron a toujours dit, qu'il est important que nous gagnions dans notre département pour que le président, au fil de ce résultat, puisse accéder à notre requête de développer notre région. Une question par rapport à cette fonction de superviseur, les fonds. Est-ce que le superviseur recevait des fonds quelconques pour justement mener cette campagne à bon terme?
Écoutez, quand on parle de campagne, il y a un budget, il y va de soi, et il y a des gadgets, il y a tout un tas de choses qui concourent à mener une bonne campagne. Comme on le dit, il faut des véhicules, il faut se déplacer, il faut donner des gadgets, il faut donner des posters, il faut organiser des meetings, il faut louer des sonos. C'est un tout. Il y va de soi que cela concourt à faire avancer les idéaux qu'on veut faire passer à la population pour voter en faveur de notre champion, qui était le président Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, si je comprends bien votre réponse, le superviseur recevait ou avait des fonds qui lui étaient donnés justement pour mener la campagne? Je n'étais plus dans le réseau, mais je ne savais pas, la logique impose cela, puisque c'est une campagne. Mais je n'ai pas vu, je n'étais plus dans le réseau. Vous, personnellement, est-ce que vous avez reçu des fonds de la part de M. Blé-Goudet pour la campagne après ce moment? Après les 16 motos et les 500 000 qu'il a remis, où j'étais à M. Gougon, je n'ai pas reçu des sous de M. Charles Blé-Goudet. Lorsqu'il y a eu un superviseur et que la jeunesse n'a pas acquiescé, je me suis retourné à ma case départ avec mon patron, le docteur Franck Gueye, qui m'a donné une voiture, qui m'a donné des gadgets, comme je vous l'ai dit, et tout ce qui pouvait me permettre, à moi et ma jeunesse, de pouvoir travailler, parce que le but était que notre champion gagne. Voilà. Alors, justement, je veux... Si vous êtes en mesure de nous le dire à votre connaissance, pourquoi est-ce que M. Charles Blé-Goudet ne vous supportait plus? Financièrement. Je ne saisis pas la question. Si vous le savez, évidemment, à votre connaissance, est-ce que vous savez pourquoi M. Charles Blé-Goudet ne vous soutenait plus financièrement? Mais parce que je n'étais pas peut-être son choix et qu'il y avait un superviseur et que parce que qu'à compter de cet instant, j'avais pris mes distances, j'étais retourné à la case départ chez mon patron, le docteur Franck Gueye. Et aussi, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait se soumettre aussi facilement, je vous l'ai dit. Déjà, je suis son aîné. J'ai eu une altercation avec M. Koué, pas avec M. Charles, M. Koué une fois, sur ce sujet, où je n'ai pas manqué de, de lui rappeler que Charles est un jeune frère, il n'est pas mon chef, je suis peut-être un collaborateur, si vous voulez, extérieur, mais mon chef, c'est le docteur Franck Gueye. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette altercation que vous avez eue? Mais déjà, je vous ai dit auparavant que j'étais venu le voir à la maison au Millionnaire. Et on m'avait laissé dehors, poireauter, comme si je n'avais pas rendez-vous. Et j'ai trouvé mademoiselle Gouy, je lui ai dit, mais écoutez, j'ai rendez-vous avec M. Charles pour lui faire le compte rendu. Et on me laisse dehors, pantois, ça je n'arrive pas à comprendre. Installez-moi au moins. Et M. Koué n'a pas apprécié. Il m'a dit ici, c'est comme ça. Bon, ben, c'est en ce moment, je lui ai dit, oui, le chef n'est pas là. Je lui ai dit, mais moi, ce n'est pas mon chef. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas mon chef. Il m'a envoyé pour une mission. Je viens lui rendre compte. Le minimum du respect est qu'on me donne même une chaise, même un tabouret, si vous voulez. Mais qu'on ne me laisse pas dehors et que j'attende sans savoir à quelle heure votre chef viendrait. Voilà.
Alors, je veux qu'on parle maintenant de la campagne électorale. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt avant la pause, nous avons l'information comme quoi que c'est le 5 août 2010 que justement a été déclenchée cette campagne électorale en Côte d'Ivoire. Si je comprends bien, vous allez me dire si oui ou non, est-ce que vous avez fait campagne quand même avant cette date-là? Non. Je n'ai pas fait campagne, puisque c'est quand il y a eu la nomination du DNCA et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, j'ai rejoint mon patron, que je suis allé à l'ouest. Là, la campagne était ouverte pour faire campagne, où j'ai échappé à la mort. Alors, parlons justement de cette campagne électorale. Vous, personnellement, quels étaient vos moyens financiers justement pour faire cette campagne? Pouvez nous dire? Je vous le répète, quand j'ai quitté et qu'il y a eu un superviseur, je suis allé rendre compte à mon patron, le docteur Frank Gueye, qui lui-même a appelé aussitôt le directeur départemental de campagne. J'ai nommé le ministre Gilbert Bleudené, à qui il a dit de pouvoir me donner tout ce qui était gadget et un peu de moyens. Lui-même, en tant que mon patron, puisqu'il était aussi dans la campagne, il viendrait, il m'avait remis une voiture. Une voiture. Il m'avait remis de l'essence, c'est-à-dire du carburant, comme on le dit, et des moyens pour que je puisse aller rejoindre le DDC, récupérer les gadgets, c'est-à-dire les t-shirts, les affiches, et pouvoir mener, selon ce que j'avais reçu, la campagne du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il... Juste, ça pouvait me permettre, moi et mes jeunes, de nous déplacer. On avait ce qui était le mobile de la campagne, les gadgets, les t-shirts. Pour nous, l'argent était le moyen de nous retrouver là-bas et de pouvoir mettre l'essence dans les motos, dans les différentes choses. Mais ce qui était suffisant, c'était la parole qui allait convaincre au-delà des gadgets et au-delà de ce que nous allions donner aux populations. Est-ce que vous aviez des gardes avec vous? En avez-vous besoin? Non. Je suis allé dans la voiture à mes éléments, j'ai donné des moyens à d'autres pour prendre des cas. Sinon, je ne me serais pas fait... je vous le répète que j'ai failli me faire griller comme une omelette devant les leveneurs. Si j'avais des gardes, ce ne serait pas arrivé. Et vous aviez combien de personnes qui voyageaient avec vous? Ben, heureusement que la voiture, nous étions 5, le chauffeur, moi et 3 autres, et les autres avaient emprunté un car. Nous étions, disons, le bureau au nombre de 10 personnes, puisque toutes nos actions étaient concentrées dans le Tonkpi. Donc, notre cible était déjà sur le terrain. Nous n'avions pas besoin de transporter des gens. Il n'y a que ceux du bureau qui étaient en Abidjan, qui n'avaient pas les moyens parce qu'il y avait des étudiants, tout le monde ne travaillait pas. Il y avait d'autres qui ne travaillaient pas, il y avait des gens de la société civile, mais qu'il fallait aider à se retrouver sur le terrain. Parce que de par leur présence et de par leur charisme, leurs parents comprendraient la nécessité de voter notre champion. Et durant cette campagne électorale, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous aviez accès au président, Laurent Gbagbo? Non. Non.
Alors, comparativement à vos moyens, Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quels étaient les moyens de M. Charles Blégoudet durant cette campagne électorale? Écoutez, je ne veux pas dire ce qui n'est pas vrai, mais je sais que en tant que président, directeur national adjoint de la campagne, des 322 000 km², les moyens n'avaient rien à voir avec quelqu'un qui se concentre sur un département et une région. Je ne peux pas dire combien exactement, je n'y étais pas. Donc, je sais qu'il était le grand patron de la campagne. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous êtes en mesure de nous qualifier ces moyens financiers? Monsieur le Je Président. ne cherche pas quel... Je ne cherche... Mettre le titre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je fais objection ici. Je crois qu'il aurait été bienvenu que l'on posât aux témoins des questions pour savoir s'il avait un moyen quelconque de savoir quels étaient les moyens à la disposition non seulement de Charles Blégoudet, mais de son staff, de son organisation, comment il avait appris ça, par qui, est-ce que c'était fiable. Bref, il y avait toute une ligne de questionnement à poser avant de finalement poser une question conclusive qui était: avait-il beaucoup de moyens? Il est évident, et le témoin nous l'a dit à peu près 15 fois, qu'il n'avait aucun rapport avec Charles Blégoudet pendant cette campagne. Il l'a dit, il l'a répété 15 fois aux représentants de l'accusation. On ne peut pas lui poser ce type de questions directement, me semble-t-il. Your Honor, the questions or the suggestions. Monsieur le procureur, nous avons donné à l'accusation, mais le micro, que se passe-t-il? Monsieur Le Garcia, oui, enfin le témoin, tout le monde parle en même temps, le président, c'est moi qui donne la parole. Maître Knops, c'est à vous, Maître Knops. Le témoin n'est pas un comptable. Or, les questions qu'on lui pose demandent des réponses hypothétiques. Le président, Monsieur Garcia, j'ai posé la question, Monsieur le Président, je pose des questions aux témoins et je vais en arriver à la base de ses connaissances au fil de mes questions. Il a déjà répondu en donnant une réponse qui est ce qu'elle est. Maintenant, je donne une question plus précise et puis s'il est en mesure d'y répondre, il y répondra. Le président. Do you know anything about Savez-vous quoi que ce soit à propos des ressources dont disposait M. Blégoudet pour la campagne électorale? Mr. Garcia? Président, M. Garcia. Excuse me, Mr. Witness. Monsieur le témoin, dit le président, lorsque vous dites, et ici je lis la transcription, page 70, ligne 5, à partir de ce moment-là. Donc, lorsqu'on vous pose une question et vous répondez, écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas vrai. Mais si je sais qu'en tant que vice-directeur national d'une campagne sur 32 000 km², il n'y a pas de comparaison pour les ressources en ce qui concerne ces ressources-là et celles dont dispose quelqu'un qui n'a la charge que d'une seule région. Donc je sais en fait que c'était un grand leader de la campagne. C'est tout ce que j'en sais.
Mais vous pouvez expliciter un petit peu votre réponse parce que moi, je ne la comprends pas. Lorsque vous faites une comparaison entre, d'un côté, un vice-directeur national d'une campagne qui s'occupe d'une superficie énorme de 32 000 km, voire plus, par rapport à la charge de quelqu'un qui ne s'occuperait que d'une région. Vous vouliez dire quoi exactement en employant cette métaphore? Je voudrais dire, Monsieur le Président, que M. Charles Blé-Goudé était le directeur national adjoint chargé de la campagne du candidat Laurent Gbagbo. Cela signifie à ma connaissance, puisque nous avions 32 régions en Côte d'Ivoire, qu'il était chargé de se rendre dans toutes ces régions pour galvaniser avec des arguments et amener les jeunes et les populations à voter le président Laurent Gbagbo sur les 322 000 km². Ces 322 000, c'est la superficie de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se charge d'une superficie d'un département. La différence est grande. Donc, je voudrais dire, si on doit, par exemple, me remettre 10 € pour aller travailler à Mans, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va travailler dans toute la Côte d'Ivoire. C'est tout. Yes, and so it is. Certes. Ça, j'avais compris. Mais, question suivie maintenant. Savez-vous lorsqu'on est directeur d'une campagne régionale, de quelles ressources dispose-t-on? Dans votre région, par exemple, quelles étaient les ressources dont disposait le directeur adjoint de campagne pour la région? Le directeur départemental de campagne. Le directeur départemental de campagne, à ma connaissance, avait mis à notre disposition celui du carburant. Il y avait une citerne de carburant pour permettre aux voitures de se, ravitailler pour aller dans les axes selon le programme donné à chacun. Il fallait nourrir l'équipe qui s'occupe de la campagne. Il fallait donner des gadgets à chaque personne qui allait venir donner les gadgets. Cela sous-entend les t-shirts, les pins, les chapeaux, les prospectus à l'effigie du président Laurent Gbagbo pendant tout le temps que dure la campagne, jusqu'à ce que le jour où officiellement la campagne est arrêtée pour passer aux élections. So it was more a matter of. Le président. Donc c'était plutôt des biens, des gadgets, plutôt que de l'argent. Monsieur le Président, il y a de l'argent, mais je ne pourrais vous dire, puisque je n'ai pas compté d'argent, puisqu'il y a des zones, je vais vous expliquer, je prends le cas de chez nous. Quand vous allez dans des zones, dans des villages, aussi éloignés qu'ils soient-ils, il y a ce qu'on appelle le symbole, pour pouvoir s'adresser dans notre langue à des populations, à des chefs, à des jeunes, à des mamans. Il faut donner de la boisson, il faut donner de l'argent, des sommes symboliques pour, selon nos traditions, dire à nos parents que nous sommes venus échanger avec vous à propos de notre candidat. Et ces sommes peuvent varier en fonction de la superficie du village, de la ville, du département ou de la sous-préfecture. Mais je ne peux en aucun cas quantifier le budget puisque je n'avais pas accès à ce niveau. Okay, DOTP, Mr. Président, bien, merci. Eh bien, Monsieur Garcia, reprenez, s'il vous plaît.
Je vais juste revenir en arrière, Monsieur le témoin, quelques instants. Après qu'on ait nommé un superviseur au-dessus de vous, comme représentant, quelle était la nature des relations que vous aviez avec M. Charles Blégoudet depuis ce moment-là? Nous étions distants. Nous n'avions plus de contact. Et j'étais retourné, comme je vous l'ai dit, à la case départ chez mon patron. Puisque le superviseur, j'étais rentré dans une période un peu de ce que je vais appeler de sabotage. Le superviseur ne me tenait plus, je n'avais plus d'informations. Donc, moi, j'étais focalisé puisque nous avions le même objectif. C'est ce que j'ai dit à ma jeunesse. Il fallait être zen et voir l'objectif et non les intérêts. Voilà. Vous dites que vous êtes rentré dans une période de sabotage. Expliquez-nous. Je vous explique quand... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous sabotait, votre campagne électorale? Oui, puisque sur le terrain, quand je dis sur le terrain à l'ouest, il y avait des jeunes qui étaient des COGEP, des jeunes frères que je connais, M. Gbé Eric, par exemple, qui était ami à M. Koué. Et il avait d'autres amis qui se sont rués sur le terrain pour dire que Évariste Chiaké n'est pas le directeur de campagne, Charles ne le connaît pas, et que le superviseur, c'est M. Blé. Et qu'il n'aura aucun moyen, ne vous fiez pas à lui. Voilà. Je dis bien. Voilà. Et moi, on me rapportait cela, mais moi, je dis que le plus important pour moi, ma mission était gagnée parce que devant tout le monde, j'avais battu le pasteur Gami. Mais ma mission était d'abord celle que mon patron, le docteur Franck Gueye, m'avait indiquée. Faire gagner notre champion, le président Laurent Gbagbo. Monsieur le témoin, est-ce que M. Charles Blégoudet, lui, est-ce qu'il y avait un lien quelconque avec ces problèmes que vous aviez sur le terrain? M. Charles Blégoudet et moi n'avons plus contact. Mais M. Koué et M. Gbé-Eric, surtout Koué, qui était l'homme à tout faire de M. Charles, c'est de lui que je parle, M. Gbé-Eric, qui était un jeune qui représentait le COGEP dans la région. Voilà. Alors, Monsieur le témoin, je veux simplement rafraîchir votre mémoire à ce sujet. Et je fais référence au transcrit 0062-0537, onglet numéro 3. Et je parle de la page, je fais mention, je vais citer de la page 0539, ligne 39, jusqu'à 45. Et vous dites, je cite, « C'est là où nous sommes arrêtés et que depuis ce temps, la brouille s'est installée entre Charles et moi. » Alors, l'intervieweur dit « D'accord. Et vous? » Alors, je crois que ça apparaît sur votre écran maintenant, c'est peut-être un peu plus facile. Et vous avez dit, je cite, « Oui, nous ne nous parlions plus téléphoniquement et nous avons continué ainsi. Il a toujours cherché via Blé, Maurice et les autres à vouloir me mettre les bâtons dans les roues. »
Mais vu ma notoriété et vu que je suis descendant de la chefferie de chez nous, la famille régnante, comme on le dit. Oui, je me souviens. Est-ce que c'est exact? Oui, je me souviens d'avoir dit cela, puisque je vous l'ai dit, monsieur, je vous l'ai dit que monsieur Blé et moi, nous étions en bruit, c'était fini, on ne se voyait plus. Mais monsieur Koué Jean-Claude, monsieur Eric, tous ceux, et monsieur Blé Maurice, qui est même un oncle par alliance. But who is playing the radio? Sorry. Joue à la radio. Il y a une radio quelque part. J'entends de la musique. J'écoute de la musique. Ça ne va pas. Also in the public, they hear it? No. Tu l'as entendu? Non, non. Bon, tant mieux. Yes, in English, yeah. Well, we heard some. Bon, on a entendu un petit air de musique. Mais maintenant, nous allons à nouveau entendre le témoin. Allez-y, s'il vous plaît. Good. Oui. Et je vais continuer, monsieur le témoin, simplement pour vous rafraîchir la mémoire par rapport aux autres questions que je vous ai posées. On est encore à la page 0539, et si vous regardez à la ligne 65, et je vais aller jusqu'à la ligne 76. Alors, intervieweur, et je cite, « Mais qu'est-ce qu'il faisait pour mettre des bâtons dans les roues? Là, c'est quoi qu'il faisait exactement? » Votre réponse, et je cite, « Non, mais non, le problème, c'est quoi? Il donnait les moyens, puisqu'il avait les moyens. Il était très puissant financièrement. » Intervieweur, ligne 71, et je vous cite, « Et c'était l'homme, le patron de la direction nationale de campagne, nommé par le président. Il est, comme lui-même, il l'a dit, hein, il est le fils du président. Il voyait le président comme il veut, donc il donnait les moyens aux autres pour tenter de me déstabiliser, puisque l'argent, aujourd'hui, pouvait permettre de diviser. Mais Dieu merci, j'avais une équipe soudée qui croyait en moi et avec qui je me suis battu depuis toujours, qui a tourné dans tous les villages, dans les missions, et à qui je tenais un langage de vérité. » C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Oui, effectivement. Je l'ai dit, M. Blé Maurice, puisque M. Blé Maurice qui était le superviseur, moi j'étais arrivé, j'avais reçu auparavant, je vous l'ai dit, 16 motos antérieurement. Et après que nous nous sommes quittés au siège du COGEP, où il y a eu la brouille, les arts de sabotage, parce que quand quelqu'un qui, sur le terrain, de par ses hommes, je parle de Koué, je parle de Baéric, des autres, et monsieur, mon oncle, Blé Maurice, donne 2, 3 fois, même 4 fois, je l'ai dit, c'est ce que vous donnez, et dit qu'il est celui qui a été choisi comme par Charles Blé Goudet, il y va de soi que vous vous retrouvez dans une position de faiblesse financière. Mais heureusement que, étant un homme de terrain, je vous l'ai dit auparavant, que je suis descendant de la famille, et ce n'est pas du côté financier, mais de la famille royale, dirigeante des 68 villages de Logoualé. Et maîtrisant nos as coutumes, étant tout le temps sur le terrain, mes jeunes à qui j'avais tenu un discours franc de vérité qui disait que l'objectif était la victoire de notre champion, étaient restés toujours soudés avec moi, avec le peu de moyens que le DDC m'avait donné et que mon patron m'avait donné. Nous avions fait notre campagne. Alors, simplement pour conclure
sur ces extraits, si je comprends bien ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'était vrai.